Un leader doit être plusieurs choses. Un, c'est humble. C'est quelqu'un qui doit vraiment être dans l'écoute de l'autre. Il doit avoir de l'estime en lui. Un leader, c'est quelqu'un qui, j'aime bien dire, être chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui doit prendre toutes les compétences qu'il a dans son équipe et les faire jouer un morceau ensemble. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui donne la parole aux femmes dans les CODIR et les COMEX de nos entreprises. Bienvenue Niki Papadopoulou. Je suis trop contente de te retrouver ici. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie d'être là avec toi, Margot Ilona. Merci, écoute, on va démarrer. Je voulais du coup dire que tu es directrice des programmes chez Burgundy School of Business. Merci infiniment, ça nous permet d'avoir aussi une personne dans l'éducation. Aujourd'hui, j'avais pas de personne dans l'éducation, donc merci, tu vas être notre femme de l'éducation. Donc infiniment merci pour d'avoir accepté, parce que je pense que c'est très important d'avoir, pour moi en tout cas, en tant que hôte de ce podcast, d'avoir différents secteurs, parce que je pense que les femmes sont et doivent être présentes dans tous les secteurs. J'aime bien aussi dire une petite partie perso, et du coup tu te considères comme stoïcienne dans ton quotidien. J'aime beaucoup aussi savoir que tout ce que tu vas nous partager là, tu le partages par un partage personnel. Je le répète parce que je pense que je l'ai pas assez dit dans les autres podcasts. En tout cas, vous venez en étant votre personne et non pas le titre que vous êtes dans ces entreprises-là. Donc, bien évidemment, tout au long du podcast, on va parler de ton parcours. On va aussi parler des différentes, peut-être des difficultés, des obstacles que tu as pu vivre et de toutes les choses que tu as pu voir au quotidien. Je sais que tu apprécies beaucoup aussi l'international. Donc, on va peut-être aussi avoir d'autres informations autour de différents pays. Je sais que c'est des choses qui reviennent avec d'autres femmes qui ont été dans des mobilités professionnelles, d'autres femmes qui ont vécu aussi des équipes multiculturelles. Donc, je sais que c'est quelque chose de très important aussi quand on grimpe les échelons. Donc, on va sûrement parler aussi de cette partie internationale. Merci infiniment d'être avec nous. Je vais te poser la première question qui démarre ce podcast officiellement. Quelle est ta propre définition du leadership, Niki ? Je t'ai dit que je suis ravie d'être là et merci pour cette introduction. Le leadership, c'est une question, je suis contente qu'on commence avec ça. D'ailleurs, c'est de la thématique du ton podcast et pour toi très important. Ma définition de leadership, je vais te dire from the get-go, depuis le début, et elle est peut-être moins classique de celle que tu as entendue ou qu'on entend souvent. Pour moi, un leader doit être plusieurs choses. Un, c'est humble. C'est quelqu'un qui doit vraiment être dans l'écoute de l'autre. Et il y a un autre élément qui est très important, et c'est ça que je pense que tu entends pas si souvent. Il doit avoir de l'estime en lui. Pourquoi il doit avoir de l'estime en lui ou elle? C'est parce que un leader, c'est quelqu'un qui souvent, j'aime bien dire, et là c'est pas du tout la première fois que tu l'entends, être chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui doit prendre toutes les compétences qu'il a dans son équipe, elle a dans son équipe, d'ailleurs on va dire elle a dans son équipe, et les faire jouer un morceau ensemble. Mais pour le faire, il faut que cette personne, elle se sente à l'aise avec elle-même. Parce que parfois, quand le violoniste va prendre son violon, il va peut-être briller davantage. Peut-être il sera plus beau, le son qui va sortir va être plus beau, plus impressionnant que ce qui a pu être le chef d'orchestre. Et dans ces cas-là, il faut être à l'aise pour accepter qu'on peut pas toujours être, en étant chef d'orchestre leader, être la personne qui brille le plus. Ça, donc, pour moi, c'est un élément important. Après, c'est aussi le côté, la dimension exemplarité qui est très importante. C'est walk the walk, talk the talk. Quand on dit quelque chose, on le fait. Un autre élément pour moi du leadership, c'est quelqu'un qui est à l'aise. Comment il est
à l'aise avec soi-même, avec l'estime de soi. C'est quelqu'un qui est capable de reconnaître ses erreurs et de ne pas les dramatiser. Je me permets de dire que j'ai vécu dans plusieurs pays et je pense que c'est en France où quand on parle de d'erreurs, on le dit souvent par rapport aux startups, etc. Mais on dit qu'il faut pas dramatiser, mais on dramatise énormément l'erreur en France. On le punit, ça commence à l'école. Et dans tous les cas, un leader doit être quelqu'un qui est prêt de dire, vous savez, je misais là. Je vais pas. Bon, je me suis trompée. Ce n'est pas très grave. Je reconnais mes erreurs. Maintenant, on avance et elle fait la même chose avec les autres. C'est aussi une façon d'être efficace. Et pour moi, quand je disais que les musiciens jouent ce morceau ensemble, en fait, leur objectif, c'est de faire une belle musique et une meilleure musique qu'ils auraient pu faire séparément, mais aussi c'est de le faire de la façon la plus efficace, avec moins de douleur, avec moins de difficultés, avec moins de frustration. Et c'est une partie sur laquelle on n'en parle pas beaucoup, je pense, pas suffisamment, mais c'est ça que je vois dans les organisations qui coûtent le plus. C'est pas l'effort. On est prêt à beaucoup travailler. Ce qui est difficile, c'est que quand ça coûte blood, sweat and tears, tu vois, quand ça coûte du cœur, de l'énergie, quand ça prend des morceaux des personnes parce on essaye autant, parfois avec un peu de violence, avec des difficultés, avec un peu de comme on dit, des challenges un peu forcément pas très virtuels et bienveillants comme on aime dire, qu'on arrive peut-être à la fin d'avoir ces beaux morceaux de musique, mais on aurait pu arriver d'une façon plus efficace pour garder de l'énergie, pour faire d'autres choses. Et ça, c'est très très important et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut tenir en tête. J'aimerais bien finir avec que je t'ai déjà peut-être parlé beaucoup de choses, mais c'est le point d'authenticité qui vient avec les autres. Pour moi, quand on reconnaît ses erreurs, quand on a de l'estime en soi et on le sait, quand on est capable de faire jouer la musique, on est aussi authentique. Authentique, ça veut dire on dit les choses comme ils sont et on le dit aussi, on les fait avec du courage. Et le courage, c'est la partie où, comme on est authentique et aligné, on est à l'aise pour faire des gestes courageux parce qu'en fait, on réfléchit comme un ensemble. On n'est pas chaque individu qui a peur de se tromper ou de dire quelque chose qui est pas bien ou même qui cherche briller devant tout le monde, mais on agit comme un exemple, un ensemble, pardon, et on donne l'exemple. Et cette authenticité et courage fait que notre son est très fort et qu'il s'entend de très très loin. Ouais, et ça crée, dans la notion de leadership, il y a aussi cette idée qu'un chef d'orchestre, il est regardé, il est vu par toutes les personnes qui jouent en fait, hein, et qui sont en train de jouer, et c'est ce qui permet de jouer en même temps. Donc, ça me parle beaucoup cette image-là. L'image d'exemplarité me parle énormément. C'est un professeur, moi, que j'avais eu à l'université de Californie, Riverside, sur le leadership organisationnel, hein, c'était vraiment la notion de management, où très très rapidement dans son cours, il nous mettait en avant que c'était très très important d'être exemplaire, très très important de montrer l'exemple en tant que leader, parce que les gens font ce que tu fais et non pas ce que tu leur dis de faire. Donc ils te miment avant de pouvoir faire autre chose. Donc il y avait toute cette partie dans le leadership de tu dois impacter par ta vision, etc. Mais il y avait aussi au début, pour prendre confiance, enfin pour donner confiance aux gens, etc., il y avait cette notion de tu dois aussi refléter l'exemple. Tu dois aussi montrer le chemin, tu dois aussi faire les choses. Et donc, dans ce que tu dis aussi, cette notion d'estime de soi, tu dois aussi peut-être parfois faire un job que t'as plus fait depuis très longtemps parce que tu dois le montrer, parce que tu dois partager ce genre de choses. Donc, cette partie-là que tu viens de partager, moi, ça me touche beaucoup dans mon cheminement personnel puisque c'est la première fois que
j'ai entendu parler de développement personnel. Première fois que j'ai entendu parler de cette notion d'exemplarité où tu dois toi-même faire le travail sur toi pour que tes équipes se sentent bien, se sentent à l'aise. Tu dois toi-même commencer à dire les choses qui sont un peu difficiles à dire pour que les gens reviennent vers toi et te fassent les feedbacks constructifs. Enfin, toute cette partie-là c'est un peu de donnant-donnant finalement, qui fonctionne dans le négatif comme dans le positif finalement. Un manager qui va pas être très bon, au final, il va y avoir la même chose dans l'autre sens. Tu vas avoir des équipiers, des collaborateurs qui vont finalement avoir un retour négatif parce que on s'appelle un petit peu à travers ça. Donc, merci beaucoup. Et moi, ça me permet de te poser la deuxième question qui est, qu'est-ce que c'est pour toi l'ambition féminine? L'ambition féminine, mais quelle question. Euh, bah, je te dirais, d'une façon très spontanée, l'ambition féminine est vertueuse. Elle cherche quelque chose de fait du bien et générer une dynamique positive. Et là où je vais aller dans un chemin qui un champ peut-être un peu plus sensible et peut-être d'une façon générationnelle, ça vient du fait que la femme, c'est la personne qui, d'une façon biologique, était conditionnée pour tenir sa famille, mais aussi son clan et son groupe. Les femmes sont souvent les leaders dans des sociétés plus, on va dire, traditionnelles, plus simples. Et parce que c'est elle qui gère sa maison, ses enfants, son ensemble, ses sœurs, c'est les femmes du groupe. Et donc, je dirais que l'ambition féminine est vertueuse parce que par définition, la femme a été conditionnée et a aussi, d'une façon biologique, mais aussi par son expérience sociologique, à créer du bien et à générer ce qui est mieux pour l'ensemble d'une communauté. Donc, c'est ça qui est beau de cette ambition féminine qui est différente, je pense qu'on peut clairement dire différente que l'ambition masculine, elle cible déjà ce qui est mieux pour un ensemble et pas pour un individu. Et il a un côté vertueux qui fait que on avance ensemble, on crée ensemble, on génère quelque chose de positif ensemble. Ça me parle beaucoup et justement, il y a énormément d'études qui mettent en lien le fait, voilà, quand il y a des femmes dirigeantes dans des entreprises, il y a de plus en plus de politiques RSE, il y a de plus en plus de politiques autour des ressources humaines. Enfin, il y a un lien qui est très fort entre des femmes qui sont au pouvoir et comme tu l'as dit, le commun, la société, la communauté même, c'est plutôt la communauté que la société. Ça renforce en fait cette partie-là. Alors c'est assez marrant parce que moi, avec ma casquette neurosciences, comme tu l'as dit, c'est des choses qui sont complètement conditionnées. On n'est même pas certaine qu'il y ait un instinct maternel. Tu vois, il y a encore toutes ces choses-là qui sont en train d'être un peu décortiquées pour savoir d'où elles proviennent, si elles proviennent vraiment d'un instinct pur ou alors si elles ont été conditionnées depuis des milliers d'années. Donc c'est hyper intéressant et on est forcé de constater que ce soit conditionné ou non, quoi qu'il arrive, en tant que femme, on vit avec cette casquette-là. Ça me parle beaucoup parce que justement, il y a quand même une partie très forte. La dernière fois, j'étais dans une réunion, un petit-déj, où on parlait de collaborateurs seniors et à quel point c'était important, à quel point c'était hyper intéressant d'ailleurs d'avoir des seniors dans les collaborateurs et comment faire pour que justement ils s'apportent aux collaborateurs jeunes et moins jeunes et du coup plutôt seniors. Et puis il y en avait qui les appelaient pas seniors et puis il y en avait, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Mais il y avait que des femmes dans ce petit-déj. Il y avait que des femmes parce que justement, tu vois, c'était un contenu, c'était un thème qui était autour du care, autour du social, autour de l'humain, tu vois. Là où la dernière fois, j'étais dans une autre réunion. C'est même pas une réunion, c'était un networking autour de la tech et autour de l'intelligence artificielle. Force est de constater qu'il y avait peut-être 10% de femmes. Tu vois. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ce que tu viens de partager sur l'ambition féminine qui est conditionnée sur cette notion de c'est vertueux et c'est social, en fait on le ressent dans le pro, je pense qu'on va le ressentir dans le perso aussi parce qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de femmes il y a beaucoup plus de femmes aidantes que d'hommes aidants parce que exactement ce que tu viens de partager parce que dans notre société c'est conditionné. Donc
Merci, ça me parle beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de liens sur cette notion de condition. Comment est-ce que tu le vis, cette notion-là d'avoir davantage j'ai envie de dire, cette casquette un peu care sociale en tant que femme et toi encore plus en tant que femme directrice. Est-ce que tu le vois dans ton quotidien? Je le vois énormément, je le vois à des différents niveaux. Déjà, tu as dit que j'ai travaillé dans l'éducation. L'éducation, pour moi, c'est pas un autre secteur qu'un secteur comme n'importe quel autre. C'est un secteur dans lequel euh, c'est un secteur dans lequel le secteur de l'éducation, c'est un secteur dans lequel l'humain est essentiel. On est là dans le care, par définition. On est là pour faire apprendre. Donc, il a un côté tête, mais le cœur est extrêmement important parce qu'on accompagne des jeunes. Dans mon cas, c'est l'éducation supérieure, mais c'est pas si différent que l'autre, le reste. On accompagne des jeunes à les aider à devenir le mieux d'eux-mêmes à travers ce qu'ils apprennent en cours, mais aussi à travers des tutorats, leur vie asso, leur interaction avec nous, leur quête personnelle. Donc, déjà, je suis dans un milieu où le côté care et prendre soin des autres est très important. Je le vois aussi pour moi, ma façon de manager et qui est aussi liée à ce que je décrivais au début par rapport à ma définition du leadership, qui est aussi dans l'écoute et pas que dans l'écoute, mais le fait de dire que chacun vient avec des forces, avec des biais, j'aime pas autant dire faiblesse, mais avec un tas de choses elle a accumulé pendant sa vie. Et au lieu de se concentrer sur ce qui va pas et essayer de contrôler au maximum tout pour que rien sorte d'un petit carré, il faut dire, je prends la personne comme elle est et je me concentre sur ce qu'elle fait bien. Le reste va rentrer en ordre parce que quand tu soignes des gens, quand tu les encourages, quand tu leur donnes confiance, quand tu les encourages à être le meilleur d'eux-mêmes, en fait, c'est qui sort, c'est le meilleur d'eux-mêmes. Je l'ai expérimenté quand j'ai commencé à enseigner, parce qu'avant d'être dans l'éducation, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai commencé à enseigner à 36 ans, donc après d'avoir eu une longue vie et carrière déjà bien démarrée. Et je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux avec les étudiants, après il fallait vraiment doser, c'est de bien sûr d'abord montrer une autorité et montrer qu'il avait des règles dans le salle des cours, mais qu'après je croyais en eux, je pensais qu'ils étaient capables. Et le fait de leur donner cette chance de dire oui, je sais que tu es capable d'aller là, tu es capable de faire ces débats. Mes cours étaient des cours d'un côté c'était culture G, géopolitique, political economy. Après, les autres, c'était de cours de marketing. Dans tous les cas, je les faisais beaucoup interagir, prendre la parole, lire, analyser. Et dans tous les cas, je le disais, vous pouvez, vous êtes capable. Et avec le temps, j'ai vu que ça marchait extrêmement bien. Et ça crée une dynamique où les gens venaient en vouloir donner, ils voulaient donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, pour moi, c'est côté care et c'est côté j'aime pas qu'on dise materner. C'est quelque chose que j'apprécie pas souvent. J'ai entendu des gens me dire, ah oui, tu maternes. J'ai eu des étudiants qui m'ont dit, maman, tu es comme notre maman. Et je disais, non, 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 non. J'ai mes enfants, je suis leur maman. Vous, je suis là pour qu'on avance ensemble. Et c'est un autre point, c'est que quand on est dans cette dynamique, il faut pas faire, moi, je sais tout, vous savez pas grand-chose, je vous accompagne comme c'est des petits poussins, mais non, on avance ensemble. Parce que c'est ça qui est la création. La création, c'est qu'en ensemble, on génère quelque chose qui n'a pas existé avant.
J'ai un peu Ouais, dévié de ta question. mais c'est passionnant et justement cette notion de materner, tu vois, là t'en parles avec les élèves et je suis persuadée que certaines de nos auditrices l'ont entendu avec leurs équipes. Et d'ailleurs, je l'ai entendu pas dans des podcasts mais avec d'autres femmes que j'accompagne, cette notion de non, mais on m'a dit que moi je maternais trop les personnes qui étaient mes collaborateurs en fait que j'avais dans mes équipes et qu'il fallait que je sois plus autoritaire, qu'il fallait que je sois plus ci plus ça. Qu'est-ce que tu aurais à répondre en fait? Qu'est-ce que si tu étais à leur place et que quelqu'un disait tu as besoin de plus d'arrêter de materner tes équipes. Comment est-ce que toi tu répondrais à ça? Parce que en effet, moi je suis complètement alignée avec toi. Je pense que ce n'est pas materner, par contre, c'est créer une autre manière d'échanger, une autre manière de créer des relations, une autre manière de créer des relations manager qui peuvent parfois donner d'autres résultats, tout comme ils peuvent parfois donner les mêmes résultats, c'est juste d'autres manières de faire. Donc, qu'est-ce que tu répondrais toi? Comment ça serait ta manière d'apporter par rapport à ça? Déjà, j'adore l'idée que tu dis, c'est d'autres manières de faire. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Il faut qu'on soit à l'aise avec le fait qu'il n'a pas une façon de faire les choses. Il n'a pas un corrigé de la vie ou du management ou de gérer une équipe ou plein de choses. Donc, déjà, il faut dire qu'il a plein de façons différentes de faire quelque chose. Et heureusement, parce que c'est ça qui fait qu'on peut générer plus, on est plus créatif, efficace et on crée plus quand on accepte ces différences. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est aussi là où l'international est important, mais on va revenir après. Je dirais déjà materner. Il y a materner parfois et juste être considéré comme on utilise ces termes parfois juste parce que quelqu'un est gentil et qu'il prenne le temps et qu'il écoute. Et ça, c'est pas materner, ça c'est être dans l'écoute. Donc, je pense qu'il y a un problème de terme. On utilise materner et souvent le contraste, c'est quoi? Paterner. Et je pense que c'est vrai, on ne dit pas paterner, sauf si je me suis trompée de l'utilisation des mots. Mais en fait, c'est là où il y a le contraste. Le contraste, c'est paterner. Si ça existait, ça sera dire les choses d'une façon très claire, très stricte, ne pas accepter trop d'hésitation, tenir le cap, etc. Type, c'est que souvent on considère un leader ou un boss, quelqu'un qui, d'une façon traditionnelle, c'est ça, c'est un boss qui ne montre pas d'émotion, qui n'est pas là dans l'accompagnement, qui dit vous allez là et ça m'intéresse pas comment vous y arrivez, mais il faut y aller. Je pense que tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent ont eu un boss ou un prof qui a été comme ça, ou peut-être même un parent. Donc ça, c'est materner dans ces cas-là, c'est pas être comme une mère, c'est juste être quelqu'un qui prend le temps pour accompagner ses équipes, pour expliquer. Et peut-être aussi pour parler des répercussions et des responsabiliser. Et ça, je pense que c'est un point très important. C'est parfois, c'est qu'on confond materner avec prend le temps, mais aussi pour parler des répercussions, des scénarios. C'est quelqu'un qui se met au niveau de ses équipes, qui dit bah on va travailler ensemble, on va analyser les choses ensemble. C'est pas moi en hauteur, vous au tout bas, mais on est un ensemble et on va se responsabiliser collectivement. Et là, je vais te dire que la responsabilisation, il a rien de plus précieux et plus important à créer dans une équipe et dans une société, je dirais. Sans faire des commentaires sur notre monde au-delà de le monde de travail. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Après, il a un côté materné où je pense qu'effectivement, il faut faire attention. On peut, ça aurait pu, je pense que parfois on est conditionné, tu parlais des conditionnements, comme femme, à vouloir faire des choses à la place d'eux, parce que on veut les protéger. Et c'est pas quelque chose, à mon avis, qui vient d'un instinct, c'est plutôt quelque chose qu'on a appris, ce type de maternage. C'est que on voit quelqu'un en galère et on veut le protéger. En réalité, dans des termes psychologiques, en fait, notre valeur perçue de nous-mêmes vient du fait de résoudre les problèmes des autres. Et on le fait parce qu'on trouve du plaisir. Or, un vrai leader ne doit pas être l'estime de soi, c'est là où ça revient. Son objectif, c'est pas se sentir, c'est agrandir son estime de lui. C'est plutôt créer les conditions dans lesquelles tout le monde va avoir une estime de soi qui va agrandir parce que on va avancer ensemble et on va se mettre en mouvement.
Donc là, si c'est ce type de maternelle, je dirais aux auditrices, il faut vraiment s'arrêter pour savoir est-ce que ce que je fais, c'est juste, je responsabilise mon équipe, je les accompagne comme un bon coach, comme un bon, je sais pas, prof de musique au chef d'orchestre, ou est-ce que c'est que je fais, quand on me dit que je materne, c'est plutôt je fais à la place d'eux pour éviter que la personne souffre. Ça, je dirais, il faut ne pas le faire. Parce que c'est ni bien pour la personne qu'on encadre, ni pour la personne l'encadrant. Parce que on n'apprend pas, on ne se met pas en mouvement. Pour moi, la dimension, c'est mettre en mouvement avec le leadership ou à travers la musique ou à travers autre chose est très importante. Et quand on a cette dynamique où on essaye de compenser pour quelqu'un, en fait, on fige. Et quand on fige, on n'est pas en train de bouger et avancer, on est en train de contraindre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire comme manager. On ne doit pas contraindre la personne. On doit lui donner les moyens pour pouvoir évoluer, se mettre en mouvement et un peu libérer sa force. C'est hyper intéressant, merci beaucoup pour ton partage. Ça me parle beaucoup cette notion de ne pas contraindre ses équipes, mais finalement tenter de les amener à faire quelque chose. En neurosciences, on dit beaucoup que on a beaucoup plus de facilité à impacter quelqu'un et à influencer quelqu'un par le plaisir que par la punition et par les choses négatives. Donc ça résonne beaucoup. Moi, j'aimerais bien te challenger un petit peu et te questionner autour de ta posture à toi dans ces moments de prise de décision, dans ces moments de recherche d'alignement et de recherche j'aimerais justement bien savoir, est-ce qu'il faut que tout le monde soit d'accord quand tu prends une décision dans ce genre de rendez-vous et de réunion de codir, ou est-ce que en fait il y a souvent des personnes qui sont pas d'accord et on part avec quand même ces informations-là, et derrière on a aussi des choses différentes si on est d'accord et si on n'est pas d'accord avec la décision qui a été prise. Comment ça se passe pour toi dans ces moments de codir et dans ces... J'aime bien la notion de cette prise de décision que tu vas prendre parfois de plein cœur, avec toute ton envie et t'es complètement pour, et puis parfois des décisions avec lesquelles t'es peut-être moins aligné, moins en accord. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est une excellente question parce que je pense que c'est vraiment le défi. Quand je me rends compte que quand on est, je passe beaucoup de temps, comme tu sais, avec des jeunes, avec des étudiants et même avec des jeunes équipes, et je vois comment ils pensent le moment qu'on va pouvoir prendre des décisions, ils le voient comme un moment magique, comme aussi le ciel s'ouvre, le soleil tombe sur nous et c'est ouh là là, tu vois, les anges chantent. Et en réalité, c'est quand on prend des décisions, c'est une énorme responsabilité. Et parfois c'est des responsabilités lourdes. Parfois ça nous permet de réaliser des projets qu'on avait en tête et qu'on sait vont fonctionner. Mais il a en grande partie du temps, on n'est on n'a pas toutes les informations, on n'a pas toute la visibilité. Donc effectivement, le côté alignement est un challenge. Parce que dans un codir au COMEX, chacun vient avec son prisme. Mécaniquement, on représente des intérêts, entre guillemets. Donc, bien sûr, il faut être en transversal, il faut être dans la collaboration, il faut comprendre les enjeux de l'autre. Et c'est hyper important de l'avoir. D'ailleurs, je pense que les codirs COMEX et les entreprises qui ont des codirs COMEX qui fonctionnent bien, qui sont capables de travailler comme ça, main dans la main, avec les objectifs en vue et capables de mettre l'intérêt de l'organisation avant leur propre intérêt, c'est les organisations qui sont les plus productives, constructives et vertueuses. Et après, en plus, ça découle vers les équipes. Mais donc, on est en collaboration. Il faut l'être. Il faut comprendre les enjeux des autres. Mais parfois, c'est bien difficile parce que c'est que moi je peux avoir comme projet peut avoir un impact sur quelqu'un d'autre dans l'équipe. Moi mes projets ils utilisent des ressources, donc c'est des programmes, et les programmes il faut avoir une com autour, il faut avoir tout le développement, il faut avoir des personnes qui le vendent ou qui font la promotion, il faut avoir des profs derrière, il faut avoir plein de ressources. Et donc pour moi, j'aimerais bien lancer de nouveaux programmes tous les ans, mais de côté ressources, c'est pas simple, c'est pas possible d'ailleurs, et il faut faire des arbitrages. Et c'est ces moments qui sont durs parce que on touche un peu, et c'est sûrement neurosciences vous en parlez, nos idées, notre vision, mais aussi notre ego.
Et ça, on n'en parle pas autant. Parce que souvent, on parle de nos projets comme si, bien sûr, quand ça vient du cœur, on est convaincu, on sait pourquoi on veut le faire, on voit l'intérêt. Mais parfois, on attache aussi de l'ego, c'est très souvent d'ailleurs. Et donc, ego, ça veut dire, Nikki doit obtenir ça, pas juste parce que c'est super important et bien pour l'organisation, mais aussi parce que à travers cette action ou cet accord, j'ai brillé comme personne et mon ego se sent caressé. Et je dirais que l'alerte à voir, c'est travailler sur essayer de ne pas donner trop d'espace à cet ego. Quand on prend des décisions ensemble comme ex-codir, il faut avoir cet alignement, comprendre les contraintes des autres, militer pour les projets qu'on pense qui sont mieux pour l'organisation. Même parfois on est seul, même parfois les gens nous regardent. Moi, ça m'arrive que j'ai une idée qui pour moi est évidente, mais bien sûr, il faut qu'on fasse X, Y, Z. Et mes collègues disent ouais, Nikki, est-ce que tu peux nous dire plus parce qu'on voit pas comment on pourra faire et là il faut s'accrocher, il faut expliquer, il faut mettre de la passion, mais il faut mettre des chiffres, des faits, faire des benchmarks pour le faire. Mais il y a un moment où il faut aussi être prêt de voir que pour l'institution c'est pas possible et que un non veut pas dire un non à nous. Ça veut dire un non au projet pour l'institution à ces moments et pas se laisser atteindre et pas mettre trop, comme je disais, d'ego dedans. C'est bien plus facile à dire qu'à faire parce que mécaniquement, l'ego a été créé. C'est toi qui peux l'expliquer mieux, mais c'est quelque chose qui nous protège, qui nous permet de faire plein de choses. Ça a de bons et mauvais côtés. Mais c'est comme, moi je le vois comme une enveloppe autour de nous qui est là pour nous protéger, qui est là pour nous permettre de nous dire oui, t'inquiète pas, oui, tes idées sont bonnes, ou la personne te dit ça, mais non, t'inquiète pas, ne le prends pas à cœur. Donc c'est un peu une protection qu'on met en place. Et donc pas forcément négatif, mais si on laisse trop de place à cette enveloppe autour de nous, c'est comme si on avançait avec une grosse enveloppe physique et nos mouvements vont être moins agiles, on sera moins capable de réagir, moins capable de se mettre en question et moins capable de se mettre en mouvement. C'est ça le risque, c'est que si on met trop d'ego dedans, ça peut nous empêcher d'avancer. Complètement. Ça résonne énormément. Il y a une, je sais pas si tu écoutes, j'écoute le podcast de Simon Sinek qui s'appelle Oui. A Bit of Optimism, qui est passionnant et que je recommande aux éditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et dans un de ces podcasts, il parle de l'anxiété avec une femme qui prône que l'anxiété n'est pas spécifiquement une maladie, mais que justement c'est un mécanisme qui est intéressant en fait, hein, et que si finalement t'as pas d'anxiété dans ta vie, c'est que peut-être tu vas pas toucher des choses qui vont te challenger et te faire évoluer, que aussi l'anxiété n'est pas toujours un disorder, donc quelque chose de mauvais en fait et de pas normal entre guillemets, et que c'est un peu un processus finalement qui est là pour nous protéger, pour nous montrer qu'on sort de notre zone de confort, et que, enfin, donc ça résonne beaucoup avec cette notion d'ego. On a parfois l'impression qu'il y a des parties de nous qui sont là pour nous empêcher d'atteindre telle ou telle chose, alors qu'en fait finalement, il y a deux sides of a coin, quoi. Il y a deux côtés d'une pièce, parce que réellement il y a une partie positive de l'ego qui va te pousser à faire des choses que toi tu penses pas possible parce que tu penses que t'en es pas capable, et ton ego va alimenter cette partie-là, et c'est bien parce que du coup ça va te permettre de faire certaines choses, et en même temps il va te bloquer à d'autres moments, comme tu le disais, en associant des choses qui sont pas forcément à associer et qui vont du coup derrière peut-être amoindrir la valeur que tu vas te donner à cause de telle ou telle erreur, etc. Ça, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est important de garder en tête qu'il y a toujours un peu, deux côtés d'une histoire, de face à une pièce, de voir un peu le prisme qu'il peut y avoir en face, en fait, et d'autres prismes. Tu as complètement raison. D'ailleurs, dans le côté travailler avec les autres et la collaboratif, il a cette partie-là. Je comprends l'intérêt de travailler avec la personne. Je peux rentrer en contact avec et le comprendre et avancer avec lui. C'est comme si on dansait. J'adore, moi, l'image de danser avec quelqu'un. Personnellement, j'imagine du tango, de salsa, chacun sa danse.
Mais effectivement, il faut le comprendre et après, il faut aussi doser la partie de nous qu'on met dedans, comme tu disais, et donc du coup ne pas avoir peur de proposer des idées ou d'être en désaccord avec les autres membres du Comex, parce que c'était ta question, pour éviter de blesser son ego. Il faut faire la part des choses, c'est permettre d'être courageux et de put yourself out there. Il a un côté vulnérabilité, mais cette vulnérabilité nous permet de grandir et apprendre. Et il faut jamais perdre ça. Et avec l'âge, et avec souvent qu'on évolue dans une organisation, parfois on est tenté de le faire parce qu'on veut pas être jugé, parce que les gens nous regardent et on veut pas qu'ils disent ouh là là, Nikki, elle a fait une erreur. C'est qui cette personne? Mais il faut garder ces côtés frais où on est dans cette cercle vertueux où on apprend, on se challenge, et tant pis si on se trompe quelquefois, c'est pas grave. Ouais, ça résonne énormément avec une autre femme qui était au podcast et qui nous parlait de la curiosité. Quand tu dis rester ce petit souffle frais et garder un petit peu cette idée de je propose quelque chose qui peut-être n'a rien à voir et qui peut-être tout le monde va me regarder et me dire Nikki, en fait, je comprends pas de quoi tu parles, comment ça, quelle idée, c'est pas évident ce que tu nous partages. Je pense que justement, c'est un peu ce qui peut être attendu dans ces moments-là, de pas penser exactement comme on a dit de penser, mais justement de think outside the box, d'aller chercher un petit peu au-delà des sentiers battus, de se dire comment est-ce qu'on se réinvente, comment est-ce qu'on s'assure que le programme il est toujours en train d'être évolué et que l'école, oui, il y a des choses qu'on a déjà et qu'il faut qu'on maintienne, mais en même temps comment on s'assure d'évoluer avec l'évolution de la société, etc. Comment est-ce que tu manages ça? Comment est-ce que tu t'assures que tes idées elles vont aller en lien avec l'évolution de la société? Est-ce qu'il y a des personnes où tu te dis il y a peut-être moins ça dans telle ou telle équipe et donc d'autres équipes rééquilibrent, j'en sais rien. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Et je trouve que c'est une question qui est vraiment intéressante sur la partie éducation, parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup d'évolutions dans les générations qui aussi proviennent parfois de la manière dont on éduque et dont on accompagne les jeunes. En fait, c'est magique. Tu as touché à le point le plus critique, je pense, dans mon travail. C'est dans un contexte où on est extrêmement contrôlé, le contrôle qualité dans l'éducation est très 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 fort. Nous, on doit avoir des visas ou des grades, on va au ministère, on a des dossiers très grands avec toutes les informations sur notre programme, nos profs et notre positionnement. Il faut les défendre. Ils décident si on a 1 an, 3 ans, 5 ans. Et en plus, en étant triplement accrédité, on a d'autres accréditations étrangères. Donc, c'est tout ça, je l'ai dit pour illustrer à quel point c'est contrôlé. C'est pas une industrie dans laquelle on innove tout le temps et c'est permis peut-être plus comme la technologie ou d'autres contextes. Et en même temps, il faut être en phase avec son public. Et le public, pour moi, c'est un jeune étudiant ou une jeune étudiante entre 18 et 22, 23, 24 ans, qui vient en école parce que il cherche ou elle cherche une formation qui va combiner la théorie, les connaissances avec la pratique et avec la mise en pratique à travers des stages, mais aussi à l'école, et qui ces compétences qu'il va ou elle va acquérir à l'école doivent être en phase avec ce qui est demandé de l'entreprise aujourd'hui, mais aussi demain. Et comment on fait pour savoir? Il a des différentes façons de faire. Il a une approche qui est vraiment dans la réflexion, dans le fait de chercher, de lire des rapports, chercher des idées, lire toute la recherche autour des nouvelles tendances de comment réfléchissent les jeunes, comment ils utilisent les médias sociaux, l'utilisation de l'IA génératif et toute cette partie-là. Donc, on va dire le côté réflexion, contemplation, on prend toutes les informations. Après, il a la confrontation au terrain entreprise. Et parfois, on a des surprises. Nous, parfois, on pense que oui, les entreprises veulent ça, ou il faut absolument qu'ils fassent X, Y, Z. Et quand on peut voir les entreprises, ils disent, mais en fait, c'est très bien ton idée, mais moi, je veux juste qu'ils viennent en connaissant et en étant à l'aise en anglais, en étant adaptable et en arrivant à l'heure. Et le reste, je leur apprends. Et donc, tous ceux qui en auraient fait, ça ne veut pas dire qu'on va faire autrement, mais il faut penser du coup aussi à ces compétences très opérationnelles, mais qui sont importantes.
Il y a une sorte d'écosystème, en fait. C'est-à-dire que tu parles pas simplement avec les personnes dans le COMEX ou dans le CODIR. En fait, tu dois aussi prendre en considération tout l'écosystème qui va ensuite être impacté par ces décisions-là. Exactement. Et après, il faut être en lien. La dernière partie de la réponse, c'est avec les jeunes eux-mêmes, en sachant que c'est à eux qu'on s'adresse. Ça veut pas dire j'ai des personnes autour de moi qui me disent mais c'est pas ton client. Non, on le voit pas. On est en éducation, donc c'est pas. Je suis pas en train d'écrire le nouveau jeu vidéo et du coup je lui demande ce qu'il veut. Non, mais quand même il faut le comprendre, il faut connaître ses attentes, il faut voir comment elle perçoit l'école, son expérience à l'école, et comment nous on peut les dessiner une expérience qui va correspondre à ses attentes. Et la beauté du parcours, et tu le sais bien aussi parce que tu as fait une école de management et tu es allé à l'international, c'est qu'on peut pas savoir ce qu'on va vivre avant de le vivre, comme dans la vie. On a des idées, on fait des choix en fonction, mais la beauté de ce moment d'éducation et de formation, c'est qu'on découvre des choses qu'on savait pas qu'ils existaient, ils nous transforment et ils nous rendent les personnes qui on va être plus tard. Et c'est pour ça que c'est un moment si magique. Et pour nous, c'est très motivant parce qu'on arrive à avoir un impact sur la vie des jeunes à travers le fait qu'on les touche pendant cette période de leur vie et on fait tout ce qu'on peut pour leur apporter des opportunités pour se challenger, grandir et apprendre. C'est passionnant et je trouve que tu vois cette partie éducation, elle a quand même une autre manière en fait d'amener les choses. Mais quand tu m'as parlé faut quand même penser aux élèves et aux personnes qui sont là, mais c'est pas mes clients. Ça résonne énormément à mon passif de tech où tu vends à quelqu'un, je sais pas moi, au directeur commercial ou au directeur marketing pour ce que je vendais, et en fait c'est pas lui qui va utiliser la plateforme. En fait tu le vends à lui, donc il faut qu'il y ait un intérêt à cette personne-là, mais finalement il faut aussi que ça satisfasse toutes les personnes qui vont l'utiliser et qui sont pas forcément là dans le processus de décision et de la prise du choix en fait de ce moi c'est un logiciel, je pense que ça peut fonctionner sur d'autres produits qui sont pas forcément vendus à des utilisateurs finaux, on va dire. En fait je pense que on peut s'imprégner et on peut s'inspirer de plein d'autres secteurs. Et ça me permet de m'amener à cette question-là. Comment est-ce que toi, tu t'inspires d'autres secteurs? Et est-ce que tu as déjà eu des idées qui te sont venues, qui ont rien à voir avec l'éducation et tu t'es dit, ça, il y a un truc qui pourrait être super et tu l'as amené en codir? Et si c'est le cas, comment est-ce que ça s'est passé? L'idée, et tu as toujours d'excellentes questions. Comment je l'ai fait, c'est en lisant beaucoup. Et pour tout te dire, c'est que j'adore lire, c'est la presse, c'est le New York Times, The Economist, c'est écouter des podcasts. Et en général, c'est pas du tout sur le sujet éducation, c'est parfois pas du tout sur le sujet business, ça peut être sur la science, ça peut être sur les neurosciences, la psychologie, etc. Et c'est vrai que ça nourrit parce que ça nous oblige à voir des choses différemment et voir d'autres dimensions de certains sujets auxquels on est confronté. Ça m'est arrivé d'être inspirée, et là c'est un conseil et là c'est des années d'expérience qui parlent, c'est que j'ai une approche un peu design thinking, agile. Donc moi j'aime dans ma vie, j'ai toujours testé et après j'apprends. Donc j'ai pas trop d'a priori, je me dis on y va, on teste et on voit. Mais je me suis rendu compte que pas tout le monde réagit comme ça et voit des choses comme ça. Et dans un codir, il y a des personnes qui n'ont pas du tout ce rôle. Les directeurs financiers n'ont pas le rôle. Oh, on va dépenser un peu d'argent et on voit ce que ça donne. La directrice académique, elle va pas dire, OK, utilise mes ressources prof et après on verra si ça tombe bien. La RH non plus, etc. Donc du coup, j'ai appris que c'est qui s'applique à moi comme individu, même quand j'étais prof et j'enseignais énormément et je testais beaucoup de concepts avec les étudiants, mais les répercussions étaient au pire, ça marchait pas et c'est moi qui devais gérer, qu'il faut passer par l'étape de comprendre imaginez les skeptics, ceux qui sont sceptiques, qui vont pas comprendre, qui vont pas voir. Donc, c'est permettre d'être porté par ses idées, par la créativité, et en même temps passer du temps pour
préparer une présentation qui va parler à d'autres publics, on n'aura jamais toutes les réponses parce que surtout quand on parle de quelque chose qui est nouveau, qui est un pilote ou un prototype, on peut pas anticiper toutes les questions. On sait pas comment ça va se passer, mais au moins anticiper quelques questions et quelques freins, euh, tout en autant sans enlever sa passion, parce que c'est ça il faut avoir ces dosages, de bon dosage, de garder la passion, l'idéalisme, la vision qu'on a, tout en imaginant que les autres ne vont pas voir ce qu'on voit. Et c'est pas parce qu'ils comprennent pas, ou on peut les juger, mais en réalité parce qu'ils jouent leur rôle dans une organisation et c'est vertueux. C'est hyper intéressant, cette notion de rôle et de se rendre compte aussi que j'entends que tout le monde est un peu complémentaire finalement dans dans ces réunions-là et que chacun est là pour challenger un petit peu avec son rôle, avec ce qu'il a apporté dans son bagage et dans son département en fait, dans ce qu'il a apporté. Tu vois, ça résonne énormément cette notion, le financier, il est justement pas là pour dépenser de l'argent, bien au contraire, il est là pour s'assurer que ça soit rentable et que ça génère et que tout le monde puisse bien rester présent dans son poste et que ça soit ça soit pérenne. Donc c'est hyper intéressant cette notion de rôle. Ça me permet de rebondir et je pense qu'on va terminer sur cette thématique parce que le temps passe trop vite, mais sur la notion de communication. Quand on communique, c'est hyper intéressant ce dont tu as parlé. J'adorerais que tu nous donnes peut-être un dernier conseil. Quand on communique, on a besoin aussi de se rendre compte de à qui on communique. C'est-à-dire que oui, il y a une première partie, tu sais que tu as communiqué sur un thème, par exemple sur un sujet, mais tu as besoin de savoir à qui tu vas le partager pour pouvoir influencer, questionner, ouvrir le discours ou bien même parfois convaincre. Et j'imagine que tu as des outils pour communiquer avec différentes typologies de personnes, peut-être de l'empathie, peut-être de l'écoute active, j'en sais rien. Est-ce que tu as des outils particuliers que toi tu utilises pour communiquer de manière efficace? C'est toujours une très bonne question parce qu'effectivement les publics sont très très différents et il faut pas arriver avec les mêmes leviers. Et d'ailleurs, je pense qu'on fait tous cette erreur pour de différentes raisons. Parce que naturellement, on veut rester dans notre zone de confort même quand on pense qu'on se challenge. Et donc, ce que tu dis, c'est il faut bien penser à qui on parle et comment on va lui communiquer parce que notre efficacité est impactée par ces outils. Moi, mes outils sont pas, je sais pas, est-ce que je pourrais faire un cours sur eux? Je pense, mais ils sont très humains parce que c'est ma façon d'être. C'est prendre le temps de comprendre la personne, son point de vue, ses freins, les anticiper, et aussi avoir beaucoup d'écoute active surtout en préparant avec la personne. Donc, quand un enjeu est très important, il faut pas s'élancer dans le pitch tout de suite. Il faut passer du temps avant pour échanger, voir les réactions, tester un peu le terrain avec la personne, mais aussi avec des personnes autour. Ça, c'est un point, je pense, que j'ai appris. Pour moi, c'est relativement nouveau que j'ai appris cette étape-là, parce que, comme je disais, moi, je vais, comme on dit en français, fleur au fusil. J'avance, et je me suis rendu compte que c'est mieux de préparer, dans certains cas, selon le public, en faisant ce que je t'ai dit, prendre le temps, écouter la personne, les personnes autour, comprendre les freins organisationnels en interne pour préparer des réponses. Parce que et proactivement, pas attendre, on va nous poser plein de questions, mais pas attendre qu'on le pose parce que en plus, il a plein de cultures organisationnelles, donc on peut pas anticiper, mais en France, on est dans le questionnement constant. Et donc, il n'aura jamais des présentations sans questions, mais il faut quand même anticiper une partie parce que sinon, surtout dans cette sphère de codir COMEX, on peut risquer que les gens pensent qu'on n'a pas anticipé. Et ça, c'est quelque chose qui peut affaiblir notre position. Donc, il faut montrer qu'on a compris, qu'on est conscient et anticiper ces freins jusqu'à un certain point. Et donc, ça veut dire le temps, prendre le temps et l'écoute. Et pour certaines personnes, ça c'est très naturel, je me rends compte.
de prendre le temps, ils prennent leur temps pour penser, pour hésiter. Comme je disais, c'est pas mon cas. Mais il faut que chacun, et je pense vice versa, les personnes qui sont ceux qui prennent beaucoup de temps, ils doivent aussi s'inspirer des personnes qui prennent sur eux, prennent leur courage en main et disent, OK, j'ai pensé à 50 000 oppositions, mais maintenant je vais y aller. Et mon ego doit supporter le fait que peut-être on va me dire, not good enough yet, et c'est pas grave. Et c'est là où on dit qu'on est très exposé, qu'on a des positions de responsabilité. C'est là où cette exposition, on la ressente, c'est que tous les yeux sont sur nous. Je dis pas sur la planète, mais dans l'organisation. Euh, et euh, et il faut toujours doser, donner quand même une image de maîtrise, c'est important, tout en donc en anticipant, mais en gardant ce qui nous motive, qui est le cœur, et c'est les émotions et donc les convictions avec lesquelles on vient. Merci, c'est passionnant. Je pourrais parler avec toi encore pendant des heures, Nikki. C'est vraiment passionnant. On va terminer avec les 2 dernières questions. Quel est le pire conseil qu'on ne t'ait jamais donné? Il en a plein. Je te dirais, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est suis pas ton cœur. Et là, je parle pas de cœur, on va dire amoureux, romantique. Ça pourrait être le cas, mais plutôt le cœur, c'est qui te donne. Le cœur, c'est que tu ressens quand tu veux vraiment faire quelque chose et tu vois que des raisons pour le faire. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs fois dans ma carrière et dans ma vie, avant que ça soit en carrière, de prendre des risques pour avoir des aventures professionnelles, pour aller travailler mon premier poste au Mexique, pour venir vivre en France sans parler français. Et si j'avais entendu les gens autour de moi, j'aurais rien fait de tout ça. Parce que les personnes autour de moi, en très grande partie, voyaient que les inconvénients. Oh, mais tu vas faire ça, et que c'est ça, et que ça, non, comment tu vas faire, tu prends des risques. Et je suivis mon cœur dans ces exemples et dans d'autres. Et à chaque fois, c'était douloureux. Il faut le savoir, qu'on suit son cœur, ça veut dire se met en condition de vulnérabilité, on est en difficulté. Mais on apprend, on s'enrichit, on grandit, et ça nous fait les personnes qui on est. Donc, je pense que parfois, oui, il faut faire des listes, les raisons pour, le plus and minuses, et souvent on parle de ça, mais il a un moment qu'il a des choses qui n'ont pas de plus and minuses. Et la majorité des bonnes choses dans la vie, il a tant de bonnes, de plus, de pour que contre. Mais il faut aller avec, à la fin, savoir écouter son instinct et le suivre. Et accepter que le pire qui peut arriver, dans la majorité des cas, là je parle des risques professionnels ou c'est juste, ça marche pas. Et c'est pas grave, on ajuste et on fait autre chose et on trouve une solution. C'est pas très grave. Complètement, je suis tellement alignée sur cette dernière phrase aussi. Merci pour ce partage de pires conseils. Je pense que c'est un conseil qui revient souvent. Je pense que c'est un conseil qu'on aurait moins si c'était des hommes que j'interviewais, je pense. Mais en tout cas, sur cette dernière phrase, je suis très alignée et je pense qu'on a besoin de partager ce message davantage autour de nous et de le mettre en avant. Dernière question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Sois toi-même. Tu sais, on parle souvent de Delphes. Je suis grecque, donc c'est encore plus sensible. Où à Delphes, c'est écrit connais toi-même. Gnothi Aftoun. Et pour moi, ça c'est le meilleur conseil. Sois en accord avec toi-même. Accepte-toi comme où tu es. Et souvent, les étudiants me le disaient souvent. Continuez à être comme vous êtes, restez vous-même, ou je pense que c'est la phrase. Ça semble un peu banal, mais pour moi, comme je disais, c'était la raison pour laquelle c'était à Delphes et que ça nous vient de l'Antiquité, c'est parce que quand on est à l'aise et en phase avec nous-mêmes, qu'on prend l'énergie, le temps pour pouvoir s'accepter et être aligné, les chemins sont clairs après.
J'adore, ça résonne beaucoup avec moi et la casquette que j'ai avec les entrepreneurs où on démarre très souvent avec la conscience de soi en fait. On revient à soi avant de travailler vraiment sur le business et en fait c'est ce que tu remets là, se connaître soi-même, aller alimenter son soi avant d'aller chercher à atteindre des objectifs ou à aller en dehors de soi en fait. Merci, c'était passionnant de discuter avec toi Niki. Merci infiniment pour tous tes conseils et tes stratégies. Je sais que beaucoup de femmes vont apprendre énormément après cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse soirée à toi et merci encore d'avoir été avec nous. Un énorme merci à toi. Merci beaucoup. Et pour les femmes qui nous écoutent et les hommes qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheWall. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.